Jean-Claude Collet, opticien à Quillan dans l'Aude, s'est lancé dans l'humanitaire il y a une quinzaine d'années en créant un dispensaire de la vue en Afrique. Alors voilà, tout ça, ça va partir pour les enfants de Casamance. Voilà, tout ça, ça part pour les enfants de Casamance. Voilà, elles sont de toutes les couleurs, il y en a des bleus, des rouges, de toutes les couleurs. Et il y en aura d'autres. On m'a posé une question tout à l'heure, pourquoi l'Afrique, pourquoi la Casamance? C'est très simple, parce que je suis parti en bateau et qu'on peut aller en Casamance en bateau, on peut aller à Ziguinchor, on remonte la Casamance jusqu'à Ziguinchor, 70 km en voilier. Donc j'ai fait cette croisière en Casamance et c'est là que je me suis aperçu des besoins. Voilà. Bon, alors donc j'ai fait cette expérience, mais je me suis aperçu que c'est bien beau de lunter des gens, comme font certaines associations, dont je tairai le nom, qui au cours d'une course de voiture par exemple, vont faire des lunettes, et évidemment ils vont faire des lunettes, mais pendant 1 mois, 2 mois, puis ils ne reviennent plus après. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un myope de -5, -6, -7, c'est quelqu'un qui était malvoyant avant d'avoir des lunettes, vous lui donnez les lunettes, il est content, il voit très bien, mais si 1 mois après il les casse et si personne n'est là pour les réparer, ben qu'est-ce qu'il devient? Il devient infirme, parce qu'il n'a plus de lunettes. Il était habitué à bien voir, il ne voit plus. Et ça, j'estime que c'est très grave. Alors en fin de compte, quand on fait de l'humanitaire, il faut le faire sur un temps définitif, mais il ne faut pas le faire ponctuel. Ponctuel, à mon avis, c'est plus mauvais qu'autre chose. Il vaut mieux ne rien faire. Donc, je me suis aperçu de ça. Alors, j'ai été mis en relation avec le Lions Club, avec des coopérants français, avec de l'administration sénégalaise. Et j'ai décidé, rentrant en France, de créer une association pour pouvoir créer quelque chose qui marcherait toute l'année. Maintenant, je pense que l'âge fait son effet. On ne peut plus fournir le même travail. Oui, non, mais si on veut s'en occuper vraiment sérieusement, c'est 80% du temps. C'est très difficile quand même. Voilà. Et il faut passer 4 mois là-bas, il faut passer 4 mois ici pour chercher, pour tout préparer. C'est un gros travail, mais c'est très enivrant, très enrichissant. Bon, alors ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que moi j'ai commencé avec mon bateau, c'est grâce à mon bateau si cette aventure est arrivée, c'est grâce à mon bateau s'il existe un dispensaire de la vue à Ziguinchor, ça a quand même donné du travail à, je crois, une dizaine d'Africains qui vivent grâce à ça, et surtout ça a redonné la vue, enfin ça a donné une vue normale à au moins, parce que maintenant on ne les compte plus, à au moins 15 000 Africains. Et alors l'aventure est en train de se terminer, ou tout du moins elle est continuée, mais je pense qu'elle va se terminer, grâce à un avion, grâce à un petit avion, donc grâce à quelqu'un qui est pilote, et qui continue, non pas mon œuvre, oserais-je dire, mais qui m'aide en leur apportant encore la marchandise dont ils ont besoin. Je pense que c'est une très belle image. On commence en bateau, on termine en avion. L'aventure a commencé en 1999, au moment de l'éclipse solaire, de la grande éclipse solaire qu'il y a eu au mois d'août. Alors que j'étais tranquillement en train de regarder cette éclipse solaire en Italie, j'ai vu passer un petit avion, un avionnetta, comme ils disent en Italie. Et ça m'a donné l'idée de récupérer les lunettes pour regarder l'éclipse et de les amener en Afrique où devait avoir lieu la prochaine éclipse solaire. Et puis une fois rentré en France et renseignements pris, c'était manifestement pas économiquement un projet rentable,
puisque l'éclipse solaire avait lieu entre Zanzibar et Madagascar, et sur l'océan Pacifique. Donc, j'ai abandonné ce projet. Et puis mon épouse m'a dit qu'il y avait une association à Quillan qui s'occupait d'amener des lunettes en Afrique dans un dispensaire de la vue, et que ça pourrait être intéressant de prendre contact avec eux. C'est là que j'ai pris contact avec Jean-Claude Collet, à qui j'ai demandé si ça m'intéressait que je fasse ce trajet pour lui amener du matériel. Il m'a dit oui, bien sûr, mais depuis qu'il ne faisait plus de voyage, il faisait passer du matériel par l'ordre de Malte, par des avions cargo, mais chaque fois que le matériel arrivait ici à Dakar, il y avait toujours des vols, des gens qui dérobaient du matériel, et il y avait une grosse perte. Donc, le fait que moi j'amène le matériel directement au dispensaire de la vue à Ziguinchor, sous douane, c'était très intéressant sur le plan de la facilitation de l'opération. Et donc, au mois d'avril 2000, on est parti avec un petit Cessna et on a fait le premier voyage humanitaire. Et on a fait le second au mois d'avril 2002 et puis le troisième cette année. Alors, c'est le troisième, est-ce que c'est le dernier? Je ne sais pas. Si l'on vous dit que l'on part de Toulouse, que l'on passe par Almeria, que l'on passe ensuite par Casablanca, que l'on passe par Cap Juby, que l'on passe par Villa Cisneros, aujourd'hui Dakar, aujourd'hui Dakhla, pour atterrir à Dakar, et pour Dakar de repartir ensuite à Casamance, tout pilote vous dira que c'est la ligne de l'aéropostale. L'aéropostale, c'est quelque chose de mythique. Quel est le pilote en France qui n'a pas entendu parler de Saint-Ex, qui n'a pas entendu parler de Rennes, de Coleno, de Mermoz, etc. Alors il est évident que moi, tout petit, j'ai toujours rêvé de faire l'aéropostale, de faire la ligne de l'aéropostale. À Dakar et on va ici à peu près, donc sur la ligne du courant de jet qui est là en hauteur, mais il se situe au niveau 350, donc 390, pardon, 390. La seule chose qu'on va avoir, ce sont des brumes. On va avoir notamment des brumes sèches et aussi probablement des brumes de mer humides qui vont faire qu'on a des mauvaises visibilités. Oui, alors évidemment, le but que j'ai voulu faire et qui, je pense, qui est original parce que ça n'avait pratiquement jamais été réalisé, j'ai voulu créer
un complexe où on faisait les lunettes sur mesure comme un opticien en France. C'est-à-dire que on fait un examen de vue. À la suite de l'examen de vue, on monte des lunettes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais envoyé des lunettes toutes montées là-bas, des lunettes de rebut que l'on trouve en France, que les gens abandonnent. Notre principe, c'était de prendre une monture. Dans l'ensemble, toutes les montures que nous donnions aux clients étaient des montures neuves que je récupérais chez les fabricants, chez des opticiens, des fins de série quand même, évidemment pas des choses qui venaient de sortir. Mais on trouve chez les fabricants des greniers pleins de lunettes et on peut en avoir autant qu'on en veut quand les fabricants veulent bien les donner, évidemment. Bon. J'ai été aidé dans cette action, d'une part par des opticiens qui venaient passer un mois, en général quelquefois à leurs frais, mais beaucoup l'association payait les voyages. Et puis au bout de 2 ans, tant que ça a pu durer, j'ai pu avoir des objecteurs de conscience. Donc des jeunes opticiens diplômés qui, pendant le service militaire, faisaient 6 mois de plus en tant qu'objecteurs de conscience. Et ils sont restés quelquefois plus d'1 an là-bas. Et là, ils ont pu faire un très 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 bon travail. Alors on travaillait d'une part à la base de Ziguinchor, mais on allait aussi travailler en brousse. Et on a formé des noirs à monter les lunettes comme un opticien en France. C'est-à-dire qu'on donnait aux noirs la monture et des verres, bruts évidemment, et ils les montaient. Exactement le même travail d'un opticien français. Donc les gens là-bas sont équipés d'une manière parfaite. Ce n'est pas de l'à peu près, ils n'essayent pas des lunettes et ils prennent ce qui est le moins mal. Non, ils ont des lunettes à leur vue. Et ça, je pense que c'était très 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 important. Bonjour. Voilà, je vous amène des lunettes que j'ai achetées. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà, j'ai acheté ces 3 paires de lunettes, comme ça, en ville. Hein. Voilà, ces 3 paires de lunettes ne me conviennent pas. Je sais pas, je demande de me laisser le numéro 3. À chaque fois, ben, j'en ai acheté 3. Ça vous coûte au moins 6 000 francs. Chaque paire, ça vaut 2 000 francs. Alors, jusqu'à présent, je n'arrive pas à lire correctement. D'accord. Alors, je voudrais voir si vraiment vous pouvez essayer de faire quelque chose de ma vie. Comment dirais-je encore? Voir qu'est-ce qui ne va pas. Vous les avez achetés sur la base d'une ordonnance, d'une prescription? Non, rien du tout, rien du tout. Comme ça, ben, chez les gens qui vendent ça dans la rue, là. Oui, alors, je vous conseillerais la prochaine fois de ne pas le faire. Ben, si vous voulez une paire de lunettes, il faut voir un ophtalmo ou un opticien qui pourra s'occuper de vous. C'est juste. Parce que les vendeurs dans la rue, oui, c'est pas bon, voilà, c'est des lunettes pour les yeux, vous pouvez voir très bien. On va déjà vérifier ce que c'est et ensuite on verra ce qu'on peut faire pour vous. D'accord. Vérifiez. Non, vérifie ce qu'il y a sur les lunettes là. Du 0,75. 0,75, je suppose que c'est ODG. ODG. Deuxièmement, ça c'est la noire. ODG plus 2. Le dispensaire, il a vu le jour en les années 86-87, pratiquement, avec M. Collet. Il est arrivé au début, tout s'est passé sur le bateau, sur le quai de port de Ziguinchor. Et ensuite, il s'est installé et il a commencé à faire son œuvre humanitaire. Depuis 88 pratiquement, et depuis, ça travaille. Maintenant, vous allez me dire sur le tableau, tout à fait en haut, ce que vous lisez de plus petit. C'est les lettres qui se trouvent en bas. Z et U seulement. Plus haut que ça? Rien du tout. Faites un effort. Bah, je crois qu'il y a un F, S ou W. Ou bien... Plus haut que ça? Non, c'est pas possible. D'accord. Ouh, là c'est fou. Voilà, maintenant vous allez me dire. C'est encore plus flou. C'est encore plus flou. C'est l'œil gauche, hein? Oui. Ouais.
Et maintenant, Et maintenant, ça s'améliore, ça ça s'améliore. s'améliore progressivement. Par rapport Ouais, à ça. là, ça s'améliore. Oh, ça n'a pas été facile pour l'installation quand même, surtout pour l'obtention des documents et autres. Mais au fil du temps, on les a eu quand même. Oh, l'administration, il est ce qu'il est. Hein. C'est pas meilleur ailleurs que chez nous. Donc, quand on veut un document ou quand on veut des papiers pour être en règle, il faut toute une gymnastique pour les avoir. Donc, je n'ai pas été épargnée de ces problèmes-là. Donc, on les a eus quand même, ces papiers. Ah oui, ça va. Là, je vois là, je vois là. Je vois ici aussi, oui. De cette taille-là. Ici, je vois rien. Ici, je vois Absolument ici. rien. Ici, les trois là, à peu près. Voilà. Il faut... Maintenant, on va vous faire une paire de lunettes qui va vous permettre de lire le journal, les notices d'ordonnance et tout. Mais après, il faut consulter un ophtalmologiste pour essayer de voir s'il n'y a pas... avec l'âge, il y a certainement des maladies qui attaquent l'œil. Ah ouais. Parce que là, vous avez... l'œil est opaque. Et je ne peux pas tellement me prononcer sur ça. Il faut un examen approfondi. D'accord. Pour diagnostiquer ce qu'il y a exactement. D'accord. Plus 3,50 en vision de près. En France, un opticien, il reçoit un client, il a une ordonnance, il exécute bêtement l'ordonnance qu'il reçoit. Enfin, quand je dis bêtement, c'est peut-être gentil, mais que souvent un apprenti peut faire le même travail. L'opticien, il sert, je veux dire que notre diplôme sert dans 10% des cas, dans des cas très difficiles. Là-bas, j'ai mis tout mon savoir au profit des malvoyants africains, et c'était vraiment une joie de voir par exemple un Africain équipé de lunettes nous dire « Ah, le ciel est bleu !» Il n'avait jamais vu le ciel bleu. Il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu un oiseau voler dans le ciel. Alors ça, c'est quand même des choses qui sont un petit peu féeriques. Et c'est un petit peu ce que les opticiens ont connu il y a 60-70 ans. Quand vous marchez, vous pouvez rencontrer quelque chose qui vient à votre faveur. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai marché, alors cette poussière des pieds vaut mieux que la poussière d'être assis constamment. Quand on s'assoit, on n'a rien. Il faut aller au-devant de la vie comme ça, tu vois. Ça c'est le vieux qui vous... de l'expérience qu'on a eue dans la vie. Tiens. Vous allez enlever le verre qui est là. Les verres qui sont là, et on va vous mettre des verres Ah, bon, à la bon. correction idéale. Ah bon, d'accord, merci. Ça y est, on est à Ziguinchor. On va aller téléphoner à Louise au dispensaire de la vue et puis elle va prendre les voitures, taxis et elle va venir décharger tout ce matériel qu'on a amené. À tout à l'heure.
Et voilà le sac de la pasta. Là, tous les paquets sont sous scellé douanier. Voilà, on a un scellé des douanes françaises. Voilà. Et tous les paquets sont pesés. Ils sont pesés pour qu'on sache exactement combien de poids on a amené. Et là, on a amené 278 kilos. Bonjour. Il y a ce qu'il faut, hein. On l'a fait, Max. On l'a fait, Max. Okay. On a livré. Ça y est. Le sac de la poste, il est où? Dans l'autre voiture? Ouais, dans l'autre voiture. C'est pour ici aussi? Non. C'est pour les enfants des écoles. Ah ouais. On a énormément de problèmes d'acheminement de nos dons. On n'a pas toujours des exonérations douanières et tout. C'est tout à fait normal. On doit tout produit étranger qui rentre au Sénégal doit nécessairement passer par la douane. Ça fait partie de l'économie sénégalaise. Mais en tant qu'ONG et en tant qu'association humanitaire, je pense que l'État devait normalement nous aider un peu. Parfois on nous aide, mais parfois on paye. En général, on paye. On dédouane nos marchandises. Enfin, nos dons sont dédouanés. Et c'est ce qui est dommage. Parce que nous, on fait du social. Normalement, le social devait primer. À Ziguinchor, c'est dommage, mais il n'y a pas d'opticien. Il n'y a pas d'opticien à Ziguinchor. On est les seuls. Et les problèmes qu'on retrouve, c'est qu'au niveau du marché, il y a des lunettes préfabriquées techniquement, qui ne sont pas bons. Le verre n'est pas centré. Il n'y a rien. Donc, ce sont des lunettes de mauvaise qualité, contrairement à ce que nous faisons. Et là, la population, les clients ne parviennent pas vraiment à mettre en évidence la différence. Et parfois, quand on demande pour un équipement qui a normalement une valeur de 80 à 100 000 francs, une vision de près simple, nous on demande 16 000 francs ou 11 500 à la place. Bon, les gens ne font pas la différence. Au marché, on a des lunettes, des visions de près qu'on peut avoir à 2 000 francs. Bon, ils préfèrent acheter 8 paires de lunettes à 2 000 francs que d'acheter une paire de lunettes à 16 000 francs. Donc là, ça fait partie vraiment de nos problèmes. Au début, on a beaucoup travaillé. J'avoue que je faisais au moins 150 équipements par mois. Actuellement, je ne sais pas si je fais même 50 équipements par mois. C'est pas possible. Je n'en fais même pas. Parce que je ne dirais pas que je n'ai pas de quoi faire une paire de lunettes ou de quoi équiper toute la demande. Je ne dirais pas que je peux le faire à 100%, mais je suis certaine que
à 80%, 90%, je pourrais certainement faire cet équipement-là. Mais là n'est pas le problème, c'est que ça ne marche pas économiquement. Donc les gens n'ont presque pas de quoi manger dans certaines familles, donc on ne peut pas assurer 3 repas par jour, à plus forte raison d'acheter une paire de lunettes ou une robe pour sa fille ou son fils, une chemise pour son fils, voilà. Donc les gens n'ont presque pas les moyens d'acheter une paire de lunettes, donc ça devient difficile. Et pourtant, les charges sont là, il faut qu'on les paye. À la fin du mois, il y a des salaires, il y a le loyer, les factures d'eau, d'électricité et tout. Donc, il faut les payer quand même. Avec la recette qu'on réalise, on paye les salaires avec. Donc, à la fin du mois, je donne à chacun un salaire en fonction de ce qu'on a gagné dans le mois. Au début, c'était un salaire fixe. Parce que ça marchait, on pouvait se permettre de donner un salaire fixe à tout un chacun. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, on a trop de charges par rapport aux recettes que nous faisons. À la fin du mois, je donne à chacun une partie de ce que nous avons gagné dans le mois. Maintenant, on a un registre de cas sociaux. C'est là où je vais enregistrer ça, la correction. Bon, là, c'est un cas exceptionnel. Il est assez âgé. Il n'a pas les moyens de s'acheter une paire de lunettes. Donc, on lui fait ça gratuitement. Ce n'est pas tout le temps qu'on le fait, mais on en tient compte quand même. Aujourd'hui, nous sommes le 23/01. 2003. Voilà, on met cas social. Me revoici. Comment va? Monsieur Mendy Alphonse François. Voilà. Maintenant, on vous a monté votre paire de lunettes. Oh, c'est pour la lecture. Vous allez l'essayer. Oui. C'est vraiment bien, ça. Je vois. Table dans laquelle. Même j'arrive à lire ce qui était impossible pour moi au début. Maintenant, ça va, hein? Ah là, c'est fantastique, ça. Vous tournez l'autre face. Voilà. Ça, c'est pour les jeunes, hein. Il faut avoir de bons yeux. Bien, merci, puisque je vois déjà ça, hein. C'est suffisant. Ça aussi, ce qui est en haut, là. Vous allez pouvoir lire vos factures d'électricité. Mais ouais. C'est l'essentiel. Ça va, joli. Et surtout pour les ordonnances, là, quand vous... sur les médicaments, là. Alors, des fois, ils ont des écritures tellement... on n'arrive pas. Des fois, on donne une ordonnance sans vous préciser exactement la façon de prendre les médicaments. Alors, vous ouvrez la boîte sur les indications pour voir comment prendre ce médicament-là. Mais impossible. Des fois, je suis obligé de donner ça aux enfants. Bon, voilà, indication, le mode d'emploi, la posologie comme ça. Ouais. Avec ça, avec vous-même. Non, j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller seul. Eh oui. Ça vraiment, hein, c'est quelque chose de carabinier, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Ah là, je suis très heureux. Et je remercie ces messieurs qui sont très généreux. Hein, de m'avoir permis de continuer à lire. Maintenant, vous avez un étui gratuitement. Ah, merci. Oh là là, mais je suis gâté, hein. Maintenant, vous avez une carte sociale que vous présenterez ici en cas de besoin. D'accord. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Et je remercie vous. Je remercie aussi cette association qui sont venus pour soulager un peu les vieilles personnes. Ça, j'ai reçu ça comme c'est gratuit, hein, je n'ai pas acheté. Faites-en un bon usage. Alors, je vous en remercie, ma fille. Et à ces messieurs, je vous souhaite une bonne chance. Et encore, tous mes remerciements.
Au revoir, hein. Allez, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Entrez. Allez. Mais quand on accepte de travailler dans l'humanitaire, je crois que ça veut dire qu'on doit faire beaucoup de sacrifices. Donc, s'il ne s'agissait que de trouver de l'argent, de gagner beaucoup d'argent, je crois que les moyens ne manquent pas, les issues ne manquent pas. Mais moi, j'ai choisi de faire ça et j'ai démarré avec M. Collet pendant les moments les plus difficiles de l'existence de ce dispensaire-là. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Parce que la chance ne vient pas souvent. Hein. Ah, que diable, j'ai eu ça hein, à l'œil. Et on m'a visité à l'œil. Lunettes, étui, tout ça là. Eh bien, si j'ai joué aujourd'hui à la loterie, je serais millionnaire. Au revoir, ciao, ciao. Allez, je prends mon vélo. Ça, j'appelle ça ma 2 chevaux. Ciao. Bonne journée. C'est bon. C'est là. Sénégal suñu réew ngor jom teranga giñ ko xamé daa gën di law ku nekk fa nga ne jàppe bu dëgër la nga ne te muy dëgg ci yow mu gën fee baax parce que fu suñuy ndaw moo ëpp solo bépp koom-koom bu jóge bitim réew jeunesse Sénégal seen Pastef ci fànn wu ne daa gën a yokku jeunesse citoyenne les mangos ci seen loxo waru leen yàlla doole yàlla Et maintenant, il y a les jeunes filles qui se sont mises tout ensemble. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors vous vous demandez un peu qui nous sommes. Nous sommes 2 aviateurs français qui sont partis de Toulouse, qui sommes venus au Sénégal et à Casamance, à Ziguinchor en particulier. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais nous avons un petit avion nous suivons les traces de l'aéropostale, c'est-à-dire les premières liaisons du courrier qui se faisaient en 1923 par Saint-Exupéry et autres. Et nous suivons le même trajet, les mêmes escales. Eux transportaient du courrier en grosse quantité. Alors nous, symboliquement, nous avons transporté un petit courrier des enfants français de Limoux aux enfants de Ziguinchor. Les enfants de Limoux sont très impatients de recevoir une lettre de vous. Hein. Ils sont très impatients. Koumba Dieng Ndour Bara Gueye Adama Thiaw El Hadj Aliou Ndiaye Voilà. Abdou Khadir Diallo Demba Fall. Voilà. Voilà, on va prendre ça en petit toubab. Merci. Demba Fall. C'est gentil. Je suis. C'est la teranga, quoi. C'est la teranga, ce soir. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale. Dans les années qui vont suivre, l'avion ne cessera d'étendre ses conquêtes. Alors lorsque j'ai envisagé la première fois le voyage, outre le fait que nous amenions du matériel humanitaire à l'aller,
il fallait trouver un but au voyage retour. Alors vous savez, lorsque l'on monte une opération comme celle-là, il faut que les partenaires financiers trouvent un intérêt à la chose lorsque l'on va les démarcher. Et puis, j'ai eu cette idée de battre le record de vitesse de la ligne de l'aéropostale entre Toulouse et Dakar. Je me suis donc renseigné auprès de la Fédération aéronautique internationale, qui à l'époque était à Paris, qui maintenant a déménagé à Lausanne, pour savoir quel était le temps à battre, la durée à battre. Et ils m'ont dit, mais on est désolé monsieur, il n'y a pas de record de vitesse entre Dakar et Toulouse qui ait jamais été déposé dans la catégorie d'avions dans laquelle vous concourez. Alors j'ai dit, dans ces conditions, nous allons établir le record de vitesse. Et c'est ce que nous avons fait lors du voyage retour, puisque nous avons déposé le 24 avril 2000 le record du monde de vitesse entre Dakar et Toulouse. Ça représente une durée de vol escale comprise, puisqu'on mesure le record depuis l'heure du décollage à Dakar jusqu'à l'heure de l'atterrissage à Toulouse. Et ça représente une durée d'à peu près 2 jours et demi. Mais jusqu'à présent, la Fédération aéronautique internationale a refusé l'homologation de ce record au motif que le dossier avait été transmis un peu trop tard et que nous aurions dû aviser la Fédération dans un délai de 7 jours après l'établissement de ce record. Alors nous avons avisé la Fédération française, mais nous n'avons pas avisé la Fédération internationale. Nous avons donc demandé à être relevés de cette forclusion de délai, et pour l'instant, la Fédération aéronautique n'a toujours pas tranché. Donc, nous espérons demain, après-demain, dans les jours qui viennent, établir un nouveau record, et je vous assure que dès que je rentre chez moi, j'envoie un téléx, un fax, un message internet à Madame Anne-Laure Perret qui s'occupe de l'homologation des records à la Fédération internationale aéronautique. Oui, parce qu'effectivement, ce que l'on pourrait qualifier d'un exploit aujourd'hui entre Toulouse et Dakar, en fait, n'est pas un exploit du tout, c'est à la portée, je dirais presque, de n'importe quel pilote moyen actuel. Et imaginez-vous la différence entre Saint-Exupéry, pour parler peut-être du plus connu, ou de Mermoz, qui est certainement le meilleur pilote de l'aéropostale. Imaginez-vous les conditions dans lesquelles il volait. Il volait dans un avion avec un cockpit ouvert, avec une boussole, un compas, une carte sur les genoux et une montre, avec derrière l'interprète mort pour au cas où il tomberait dans les airs. Nous allons effectuer le même trajet dans un avion qui a 300 chevaux, qui ne tombe jamais en panne, dans une cabine fermée, avec un pilote et un copilote, l'un qui pilote, l'autre qui suit la route, et un ou trois, même 3 GPS. Donc l'exploit n'est pas comparable. L'impossible devient courant. Mermoz et Colneau, en panne dans la cordillère, décollent en lançant leur appareil dans un précipice. Guillaumet, contraint d'atterrir en haute montagne, regagne à pied la vie civilisée après des jours de souffrance. Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait, dira-t-il. Bien, nous partons demain matin, au lever du soleil, et nous partons demain matin. Nous espérons partir demain matin si la météo est bonne, parce que vous savez, l'aviation légère, c'est un moyen rapide, et pour gens peu pressés. Le matériel du dispensaire livré à bon port, notre mission est accomplie. Nous entamons notre voyage retour pour rapporter aux enfants de Limoux les lettres des jeunes de Ziguinchor, sur les traces de Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry, conduits par nos 2 pilotes inconnus qui voulaient devenir célèbres.
Bon, vous rappelez 9 minutes. Vertical, il a quand même de pompier là. On est vertical. On est vertical de quoi? On est vertical de la piste. Et à contre-pied. On est à contre-pied? Non, on est dans le bon. C'est bon, on est vertical. Vous êtes sur la piste, je vous vois actuellement. Vous êtes sur la piste. Donc, attention, à droite. C'est la droite là. Vous avez vu la piste. Donc, vous virez par la droite. Vous virez par la droite, carrément à droite, et vous revenez pour revoir la piste. Ah, la visibilité est liée, vous ne pouvez pas le voir. La visibilité est liée. Vous n'êtes plus C'est lui qui atterrit. Vous virez par la droite. C'est lui qui atterrit. On atterrit, hein. Ah, si vous êtes là-bas, la piste n'est plus de la peine, la piste, hein. Et moi j'étais le premier secours, j'étais sur la brette de la sécurité et à un moment donné j'ai cru que l'avion allait tomber sur moi et hop là j'ai entendu le bruit un peu plus loin et voilà et après vous avez atterri heureusement et c'est grâce à Dieu c'est bien passé. Les petites frayeurs, ça c'est très intéressant. Vers 8h30, la tour m'appelle et me dit il y a un VFR qui est déjà en l'air, qui tient à venir, il ne peut plus retourner. J'ai dit il faut leur demander de faire un QRF parce que la visibilité est en train de s'aggraver. Vraiment, je n'ai pas les moyens de les accueillir parce que le temps est mauvais. La tour, après quelques temps, elle m'appelle et me dit il faut encore redonner la météo pour le fameux avion VFR qui sera là vers 11h35. Ah, j'ai dit, je suis vraiment désolé, j'ai donné la météo avec une mauvaise visibilité. On avait une tempête de poussière qui s'aggrave, c'est toute la région à peu près. Et de là, j'étais là, j'étais attentif, je lui demandais souvent où est-ce qu'il en est votre avion. Vers 11h30, je lui demande, il me dit donc il est à la verticale, il commence à atterrir, il cherche à percer. Bon, je vois l'avion qui vole de travers, j'ai vraiment eu une trouille. J'avais vraiment une trouille que j'ai jamais vue. Bon. Après l'atterrissage, on était tous contents, on a applaudi, mais on ne voyait pas l'avion. La sécurité nous a signalé que l'avion, heureusement, qui s'est posé, sans crash, sans rien, mais on ne voyait rien. Finalement, contrairement à ce que nous pensions, nous n'étions pas à l'abri des risques qu'encouraient les pilotes de l'Aéropostale. Les pannes, les tempêtes et les atterrissages difficiles rythmaient notre voyage comme ils avaient rythmé leur vie. L'écrivain pilote de l'Aéropostale inaugure Casa Dakar. 2850 km par-dessus le Rio de Oro en pleine dissidence. Sur l'éclatante blancheur de ce territoire insoumis, des péripéties dramatiques. La captivité de rennes, de cerfs et mermozes. Le massacre de gourpes, d'érables et de pintades. Seules oasis de sécurité, les escales d'Agadir, Villa Cisneros, prise dans le Sahara comme dans une gangue, et Cap Juby ou Saint-Exupéry, entre un dépannage et un sauvetage, écrit la vie, la pensée, la poésie de l'homme de l'air. Toujours plus loin,
a fait pratiquement 10 heures d'avion. On avait à peu près, entre 20 et 30 nœuds de face. Si on fait une moyenne de 25 nœuds, 25 nœuds, ça fait à peu près 20 km/h de vent. En 10 heures, ça fait au minimum 200 km de perdu. Donc on est à Tanger, et puis maintenant on peut dire que pour le record c'est fichu, parce que à cause de ce vent de face, le vent de face a été beaucoup trop fort, donc on a perdu énormément de temps. Nos deux pilotes ne deviendraient donc pas célèbres. Ils n'avaient pas établi leur record. Mais pour autant, nous avions volé dans le sillage de pilotes mythiques, ressenti leurs craintes et leur satisfaction, essuyé les tempêtes et les pannes, traversé les mêmes paysages, parfois hostiles. Après la traversée des Pyrénées, le voyage touche à sa fin. Chacun d'entre nous a vécu son propre parcours initiatique de Limoux à Ziguinchor, entre aspiration humanitaire, dépassement de soi et rêve de record. Nous avons repris la côte, les Pyrénées est embouchée. Nous sommes revenus ici pour essayer de passer par Pamiers. Et ici, dans cette région, bouchée, nous n'avons pas passer. Nous avons fait des routements donc, sur Perpignan pour revenir nous poser sur Perpignan. Ou pour l'instant, nous sommes toujours bloqués. Jean-Paul rentre en France contrarié. Pour ma part, après plusieurs dizaines d'heures de vol, je rejoins la pensée de Saint-Exupéry. L'essentiel, ce ne sont peut-être ni les fortes joies du métier, ni ses misères, ni le danger, mais le point de vue auquel ils élèvent.